il faut persuader la population, qu'elle a le meilleur régime politique possible, et que ce régime politique prend des décisions qui sont tout à fait défendables. C'est-à-dire que nous voyons toujours que les autres font de la propagande, mais nous, c'est de l'information, bien entendu. Machiavel disait « Celui qui prend le premier les armes n'est pas forcément le coupable. Il peut y avoir quelqu'un qui est plus coupable, c'est celui qui l'a forcé à prendre les armes. » Avant d'agir, il y a 3 choses à faire. Douter, douter et encore douter. Je suis donc ici avec Anne Morelli, qui est professeure à l'Université libre de Bruxelles et historienne belge spécialisée dans l'histoire des religions et des minorités. Première question, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la propagande de guerre, puisque c'est un petit peu l'objet de l'interview? Alors, je suis professeur honoraire maintenant. Honoraire maintenant, oui, d'accord. C'est-à-dire que j'avais un énorme cours de 1300 étudiants en droit, étudiants en Sciences Po, étudiants qui, en première année, devaient leur donner les principes de la critique historique. C'est très important que ces étudiants de diverses facultés aient cet esprit critique par rapport à l'information. Et dans ce cours, j'avais consacré une partie importante à la propagande de guerre. Et pour que ce soit plus simple à mémoriser pour eux, j'ai imaginé, à partir d'exemples de la Première Guerre mondiale que Ponsonby nous avait donnés, j'ai imaginé 10 principes de propagande de guerre. Pourquoi 10? Bon, ça aurait pu être 7 ou 13, mais Dieu, avant moi, avait fait 10 commandements et ça avait très bien marché, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Ok. Donc c'est un livre que vous avez écrit, enfin en tout cas qui a été publié une première fois en 2001, qui a été réédité en 2010, et il y a une nouvelle édition parce que... Qui est en route. Visiblement, il y a des nouveaux exemples qui viennent illustrer votre propos tous les jours. Donc ce livre s'appelle « Principes élémentaires de propagande de guerre ». Donc vous expliquez en gros que dans une démocratie, la population naturellement n'est pas vraiment favorable à la guerre et que donc la propagande est nécessaire afin de convaincre du bien fondé de celle-ci, donc de la guerre. Alors effectivement, à partir du moment où on a besoin du consentement de la population pour un certain nombre de décisions politiques, il faut persuader la population, qu'elle a le meilleur régime politique possible, et que ce régime politique prend des décisions qui sont tout à fait défendables. Et donc, dans le cas des guerres, eh bien, la population en général n'est pas très enthousiaste. Il va falloir la mobiliser pour lui montrer que c'est une excellente décision que d'entrer dans cette guerre et que c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Et donc, les principes de propagande de guerre servent à mobiliser la population en faveur d'une guerre pour laquelle, à l'origine, elle n'a pas d'enthousiasme. Ok. Est-ce que, en étant cynique, le but d'une démocratie ne serait pas de faire croire que nous participons aux décisions afin d'assurer la paix sociale et une meilleure adhésion aux décisions politiques? Alors, c'est un peu, je dirais, ce que je viens de vous dire, oui. Exactement. Bien sûr, il faut que la population embraye dans les décisions du pouvoir, et pour ça, il faut mettre en route tout un système médiatique. Et c'est assez simple aujourd'hui à voir de quel côté sont les médias. Il suffit de regarder les conseils d'administration, à qui appartiennent les médias, et on voit tout de suite que ces médias appartiennent, que ce soit ici ou ailleurs, à des milieux économiques qui, évidemment, vont essayer de faire prendre position par la population par rapport à des décisions qui sont dans leur intérêt à eux. Okay. Donc, si vous voulez vendre des canons, il faut vendre une guerre. Oui, c'est ça. Et donc, il faut trouver des arguments et les diffuser auprès de la population pour que les gens disent il faut faire la guerre, donc il faut acheter des canons. C'est ça. Et il faut augmenter le budget militaire, comme nous sommes occupés à le faire en Belgique. Mais toujours
toujours dans votre livre, vous donc décrivez les 10 grands principes de propagande de guerre. Je les reprends ici. Hein. Donc, ce que vous avez dit, nous ne voulons pas la guerre. Le camp adverse est le seul responsable de la guerre. 3, le chef du camp adverse a le visage du diable ou du monstre. 4, c'est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers. 5, l'ennemi provoque sciemment des atrocités et nous commettons des bavures, c'est involontaire. Si nous commettons des bavures, c'est involontairement. 6, l'ennemi utilise des armes non autorisées. Nous subissons très peu de pertes, les pertes de l'ennemi sont énormes. 8, les artistes intellectuels soutiennent notre cause. 9, notre cause a un caractère sacré, la démocratie, la liberté. On les connaît. 10, ceux et celles qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres. Alors, ces principes sont-ils réservés aux situations de guerre ou ça peut être utilisé pour d'autres choses? On pense par exemple à la crise Covid ou... Alors, le sous-titre du livre, c'est que ces principes sont applicables en cas de guerre chaude, froide ou tiède. Alors, ça veut dire que ça peut être utilisé dans des conflits sociaux, où le patron va dire c'est les travailleurs qui ont commencé à avoir des revendications impossibles à satisfaire, ou bien ce sont les travailleurs qui vont dire mais non, c'est lui qui veut la régression sociale. Ça peut être dans des conflits économiques. On le voit pour l'instant avec la Chine, les États-Unis, c'est surtout un conflit économique. Et ça peut être aussi dans des conflits privés. Si vous avez autour de vous des divorces, vous voyez exactement la même chose. Moi, je suis doux et pacifique, c'est elle qui a tous les défauts, c'est elle qui a commencé, elle est sadique, elle traite mal les enfants, ou lui, etc. Donc ces principes sont applicables dans de nombreux cas de conflit, mais naturellement, la manière dont ils sont le plus visibles, c'est dans le cas de guerre effective. D'accord, donc on est bien d'accord, c'est un principe très général, guerre, en fait, pouvant contenir à peu près tous les conflits qui peuvent exister à un niveau micro ou à micro. Vous avez cité macro. Le Covid, il y a quand même la célèbre phrase de Macron, nous sommes en guerre. Oui, absolument, c'est ça que je... Donc là, il s'agissait effectivement de faire des sacrifices en vue de la victoire. Il y a toute une série de principes qui peuvent être appliqués dans ce cas-là aussi. Absolument. Alors, d'un côté, n'est-ce pas normal qu'un gouvernement se donne les moyens de communiquer sur sa politique? Alors, évidemment, tout pouvoir essaie de persuader du bien fondé de ses décisions. Ce qui est curieux, c'est qu'on voit toujours la paille dans l'œil du voisin et pas la poutre dans le nôtre. C'est-à-dire que nous voyons toujours que les autres font de la propagande, mais nous, c'est de l'information, bien entendu. L'Union européenne fait de la propagande. Elle a un musée qui est propagande du début à la fin. Mais ça ne s'appelle pas propagande européenne, ça s'appelle information, communication. Pédagogie. Mais c'est tout à fait la même chose, évidemment. Donc nous ne faisons pas de propagande, c'est les autres qui font de la propagande. D'accord. Alors, en 1941, Roosevelt est élu pour la 3e fois, avec un discours plutôt officiel, plutôt isolationniste. Mais alors qu'on sait que derrière, il préparait l'entrée en guerre des États-Unis. Pearl Harbor lui donnera d'ailleurs l'opportunité de rallier la population à son objectif. Mais avec le recul, n'avait-il pas raison? Parce qu'in fine, l'Europe a été sauvée et à la sortie de la guerre, les États-Unis ont dominé le monde. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'avait pas raison? De son point de vue, sans doute, mais c'est évidemment assez malicieux, je dirais, de commencer en disant « We are pacifists, you are pacifists too », mais on va faire la guerre, hein, parce que c'est un peu ça. Lorsque Barack Obama reçoit le prix Nobel, son discours elle-même, il dit « Nous sommes pacifiques, mais nous allons intensifier les frappes contre nos ennemis ». Donc c'est un discours assez trouble. Et si vous voulez, avec le recul, lui, il a bien fait pour son camp, mais à force de mensonges, évidemment. De même que Colin Powell et ses collaborateurs, aujourd'hui, ont dit on savait que c'était des mensonges, mais c'était pour la bonne cause.
Mais n'empêche que c'était des mensonges. Quand il agite une fiole en disant « voilà la preuve que l'Irak a des armes de destruction massive », il sait bien que ce n'est pas un liquide funeste qu'il agite là. Je ne sais pas si c'était du bifidus actif ou quelque chose. Mais s'il avait une bonne cause, il n'avait pas besoin de mentir. Et lui, il dit « voilà, oui, j'ai menti, mais c'était pour la bonne cause ». Venons-en un petit peu à l'actualité. Selon vous, y a-t-il, concernant le conflit ukrainien, une propagande de guerre? Ah, évidemment, et des deux côtés. Des deux côtés. Des deux côtés, mais nous avons très peu accès à la propagande de guerre russe. Parce que la censure dans nos pays nous interdit aujourd'hui de voir Russia Today, qui avait des émissions en français, dont certaines assez prestigieuses, comme Interdit d'interdire, etc. On a fermé Sputnik aussi, et donc nous n'avons pas accès à cette propagande. Par contre, de notre côté, évidemment, la propagande se répand tous les jours dans tous les médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio, la télévision. Pourquoi? Ces médias sont dominés, évidemment, par les mêmes qui ont intérêt à voir la guerre prospérer. Quand on pense par exemple, je ne sais pas moi, à Arnaud en France ou à d'autres patrons de l'industrie, ben évidemment, ils ont avantage à ce qu'on s'arme jusqu'aux dents. Donc, il y a une propagande énorme pour l'instant, et elle répond à tous les principes de la propagande de guerre. J'ai fait le petit exercice, et oui, nous sommes des pacifiques, c'est eux qui ont commencé, lui c'est un monstre, etc. On a absolument tout. Oui, j'ai l'impression qu'on coche à peu près les 10 points. C'est ça. Alors quel serait quand même le but de cette propagande? Parce que c'est quand même Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Alors, ça, je vais vous répondre par une phrase de Machiavel. Machiavel, c'est le XVe siècle. Machiavel disait « Celui qui prend le premier les armes n'est pas forcément le coupable. Il peut y avoir quelqu'un qui est plus coupable, c'est celui qui l'a forcé à prendre les armes. » Et dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a quand même eu des accords qui avaient été noués, qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine. Oui, qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine, qui depuis 2014 bombardait intensément le Donetsk, par exemple. Et là, personne ne s'est ému. Il y a eu des milliers de morts, mais comme c'était des Russes ou des pro-Russes ou des russophones, on ne s'en est pas ému. Et quand la Russie, selon son point de vue, réagit à ces bombardements, alors là, on dit c'est scandaleux. Moi, je suis une athée militante, mais j'ai trouvé courageuse l'attitude du pape, qui a parlé d'une part des chiens de l'OTAN qui aboyaient devant la Russie depuis longtemps et qui l'ont poussé à cette réaction, et qui d'autre part a dit un jour, il y a quand même des gens candides qui croient encore à la fable du loup et du petit chaperon rouge. Le loup étant le grand méchant et le petit chaperon rouge l'innocent. On a oublié ce qu'est l'Ukraine, un pays de corruption absolue, un pays qui n'est loin d'être une démocratie. Cherchez un peu où sont les partis d'opposition. Tous les leaders d'opposition sont en prison. Les dirigeants de la jeunesse communiste sont en prison. Les dirigeants sont en prison. Et on nous présente ça comme un modèle de démocratie. Donc il y a là évidemment une propagande énorme contre laquelle il est difficile d'intervenir. Dans ce conflit, Macron, je crois que c'était hier ou avant-hier, appelle les Français à accepter de payer le prix de la liberté. Alors, qu'en pensez-vous de cette phrase? Faut-il comprendre qu'il faut renoncer à notre liberté pour la sauver? Alors, c'est une phrase, je dirais, type qu'on employait déjà à la guerre de 14, parce que, bien sûr, on suspend toute démocratie et toute liberté en temps de guerre. Et tout ça pour se battre pour la liberté, en fait. Donc on la fait disparaître pour la sauver. Chacun dit qu'il se bat pour une bonne cause, qui est la liberté, etc. Je montrais aux étudiants toujours
un monument aux morts allemand et un monument aux morts belge sur lequel il est écrit exactement la même phrase. Ils sont morts pour le droit et la liberté. Für Recht und Freiheit. Bon, alors chacun dit qu'il meurt pour le droit et la liberté et qu'on doit faire de grands sacrifices pour cela, naturellement. Et évidemment, on suspend les libertés. Parce qu'il n'est pas question de contrer la propagande officielle. À la guerre de 14, il y a un instituteur du nom de Mahou qui s'est pris 2 ans de prison ferme et l'expulsion de l'enseignement de l'État français parce qu'il avait dit en classe que les responsabilités de la guerre étaient probablement partagées. Ben, c'était trop. C'était inacceptable. Trop inacceptable, évidemment. D'où vient cette propagande selon vous? Qui la propage? Les médias, les journaux, la télévision? Ils ne sont pas neutres? Alors, au moment de la guerre de 14, il y a eu un vrai tournant. C'est-à-dire que jusque-là, c'était assez artisanal, la propagande. À partir de la guerre de 14, il y a de vraies officines de propagande qui créent des fausses nouvelles, qui les diffusent, qui prennent contact avec les journalistes, etc. Et aujourd'hui, c'est tout à fait professionnalisé. C'est-à-dire que ce sont des agences de communication comme Rudolphin ou d'autres qui créent des nouvelles. Par exemple, lorsque vous aviez la guerre entre l'Irak et le Koweït, il y avait eu cette fabuleuse histoire des bébés koweïtiens jetés sur le sol glacé de l'hôpital par les méchants soldats irakiens, qui s'est avérée une fable, mais ça a circulé. Ça a circulé au Sénat américain, ça a circulé à l'ONU, et ça a ému les gens, parce qu'on travaille beaucoup sur l'émotion, évidemment. Et maintenant, pour la guerre en Yougoslavie aussi, on a eu toutes des fables qui ont été construites et diffusées. Et la Roumanie aussi. Que dites-vous? La Roumanie aussi, avec le faux charnier de Timișoara. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons évidemment la même chose, des fausses nouvelles qui sont diffusées. Et quand il y a quelque chose qui va à l'encontre de cette propagande, et qui par exemple nous montrerait que, oui, il y a des monstruosités dans les guerres, il y en a dans les 2 camps. C'est le cas du rapport d'Amnesty International, tout récent. C'est le cas de Human Rights Watch, tout récemment, qui disent les prisonniers russes sont maltraités chez les Ukrainiens, ils sont l'objet de sévices atroces. L'armée ukrainienne utilise comme bouclier humain de la population civile. Quand ils disent ça, c'est mis au conditionnel dans le journal. Si ça apparaît, l'armée ukrainienne aurait employé, etc. Tandis que si c'est l'ennemi, là c'est avéré, évidemment. Oui. C'est très important de voir ces changements de temps et de... Oui, absolument. Vous dites que ça a apparu, ça s'est professionnalisé à partir de la Première Guerre mondiale, où il y a des véritables, effectivement, comme vous parliez de cette histoire, par exemple, des couveuses pour, avec la guerre du Koweït. Là, c'était Hill & Knowlton. Oui. Hill & Knowlton était la firme qui a été payée pour créer cette campagne. Et eux, ils n'ont pas d'état d'âme. Si vous leur demandez de faire de la publicité pour Pepsi Cola, ils vont la faire. Et si on leur demande de faire de la publicité pour le Koweït, ils la font aussi. Aujourd'hui pour l'Ukraine et hier pour le Kosovo. Et là, ils avaient pris, je crois, la fille de l'ambassadeur. Oui. Alors, on va essayer aussi peut-être de voir s'il y a des solutions. Donc, comment, selon vous, peut-on se prémunir de la propagande? Y a-t-il quelque chose qu'un citoyen puisse faire pour ne pas être victime de la propagande? Alors, en principe, en histoire, ce qu'on fait, c'est croiser les informations. Oui. Si vous voulez avoir le point de vue un point de vue objectif sur les croisades, vous allez prendre le point de vue des croisés chrétiens, mais le point de vue des Arabes, le point de vue des communautés juives, le point de vue des chrétiens d'Orient, et vous allez avoir quelque chose qui ressemble sans doute à l'objectivité. Pour ces guerres récentes, c'est extrêmement difficile, parce que nous n'avons qu'un seul point de vue.
Nous n'avons pas le point de vue de l'autre. Je n'avais pas le point de vue irakien pendant la guerre d'Irak. Je n'avais pas le point de vue des Serbes pendant la guerre en Yougoslavie. Nous n'avons qu'une seule vision qui est monopolisée et qui se développe dans tous les médias. Et donc, au moment même du conflit, on peut seulement se poser des questions. Et moi, je terminais mon cours en disant aux étudiants, avant d'agir, il y a 3 choses à faire. Douter, douter et encore douter. Oui. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Parce que dans un moment de guerre, on n'a pas les éléments nécessaires pour croiser les informations. Tout à fait. On a même été critiqué parce que le doute pouvait être criminel. En gros, c'était un article de Éric Muraille, je crois, qui nous avait dit que nous insufflions le doute et que le doute était dangereux, que ça faisait des morts. Non, moi je crois que le doute, même systématique, a fait beaucoup moins de morts dans l'histoire que les certitudes qui sont insufflées par les médias et qui nous poussent à participer à des guerres dans lesquelles après on se demande bien pourquoi on y a participé. On lui a répondu, puisqu'il est professeur à l'ULB, que c'était quand même un des principes du livre examen, c'était le doute. Donc, est-ce qu'on peut faire changer les choses au niveau des institutions? Alors, depuis 30 ans, j'entends toujours dire dans les milieux pédagogiques qu'on va faire un cours de critique des médias. Ça ne s'est jamais fait. Et c'est évident que ça ne se fait pas, puisque ce serait couper la branche sur laquelle on est assis. Et puis, il faut dire qu'il n'y a plus de possibilité de croiser les informations. Quand j'étais jeune professeur dans l'enseignement secondaire, je prenais un fait divers et je demandais aux élèves de le voir selon différents journaux. Alors, il y avait Le Monde du Travail, il y avait La Wallonie, il y avait Le Drapeau Rouge, il y avait Le Peuple, et puis il y avait La Cité du côté catholique, La Libre Belgique, La Dernière Heure du côté libéral, etc. Et on voyait que, selon le point de vue, on avait traité ce fait divers très différemment. Un bête accident de travail devenait la faute du patron, ou bien l'incurie du travailleur, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme diversité de médias? Dans les médias papier, rien. Rien, absolument rien. Il y a 2 groupes de presse qui sont 2 groupes qui sont liés à des milieux d'affaires, à des milieux financiers, et qui évidemment ont acheté ces journaux pour diffuser leur point de vue et pas pour diffuser autre chose. Et donc on n'a pas cette possibilité de croiser les informations qu'on avait à une époque où il y avait plus de pluralisme. Absolument. Mais alors, on a l'impression que c'est un petit peu la quadrature du cercle, parce que beaucoup, en tout cas dans la presse, il y en a beaucoup qui sont déficitaires. Donc, du coup, s'ils se font racheter, c'est probablement pour autre chose que pour les revenus qu'ils pourraient générer, on est d'accord? Ou alors, il faut qu'ils soient aidés par l'État, mais à ce moment-là, ils deviennent dépendants aussi de l'État, donc ils sont moins dépendants. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution au niveau, en tout cas de la presse. Je présume que, et même la télévision probablement, qui commence à être aussi en difficulté, puisqu'il y a eu quand même pas mal de restructuration. Donc on a l'impression qu'on ne va pas vers une évolution positive. Alors, en effet, je pense qu'on va vers un monopole quasiment de l'information. Alors, on pourrait se dire que des solutions alternatives telles que la vôtre pourraient contrebalancer l'information générale. Ce n'est pas faux, mais c'est un peu un pâté avec un demi-cheval et une demi-alouette. C'est-à-dire qu'il y a des médias alternatifs, même en papier. Vous pouvez lire Le Monde diplomatique. Oui. Mais il y a combien de gens qui lisent Le Monde diplomatique et combien de gens qui lisent La Dernière Heure? Le compte est vite fait. Et donc, il y a des milieux qui soutiennent de la presse qui leur est favorable, et ceux-là sont évidemment tout puissants. Donc, je pense que c'est assez compliqué aujourd'hui d'avoir une voix dissidente,
et que c'est même un petit peu, je dirais, dangereux. C'est-à-dire que bien souvent, on essaie de faire taire cette presse alternative, soit en l'étouffant financièrement, soit même en faisant pression sur ces journalistes ou en interdisant à ceux qui voudraient s'exprimer de manière alternative dans un média, en leur interdisant de parler. On a déjà eu ça, hein, des gens qui... c'était Georges-Louis Boucher qui nous avait dit qu'il avait reçu un coup de fil d'une télévision bien connue avant de venir pour un débat chez nous en disant qu'il n'avait pas à venir chez BAM. Donc effectivement, ça existe. Alors vous-même, vous avez été interviewé par Bernard Crutzen dans le film « Ceci n'est pas un complot ». Est-ce que vous avez eu des remarques ou à la suite de cette intervention? Oui, il y a des gens qui m'ont dit qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère, etc. Mais d'autre part, j'ai eu la satisfaction, en traversant ici le campus de l'université, que des étudiants que je ne connaissais pas du tout m'ont dit « Ah, madame, on vous a vu, etc. » Et je me suis dit, donc, il y a un créneau là qui est existant. De même que Russia Today, lorsqu'on l'a fermé, on a dit oui, mais il n'y avait personne qui regardait ça. Pas vrai. Moi aussi, là, en traversant l'université, il y avait des étudiants qui me disaient « Ah, je vous ai vu sur RT ». Donc il y avait des gens qui le regardaient. D'ailleurs, on ne l'aurait pas fermé s'il n'y avait personne qui le regardait. C'est parce qu'il y avait des gens qui regardaient et qui avaient donc une vision alternative qu'on l'a fermé. Mais... il y a des pressions qui se font. Parfois, un article, une interview pour une télévision officielle passe curieusement à la poubelle. C'est-à-dire que c'est le dernier principe de la propagande de guerre. Si on n'a pas embrayé dans la propagande de guerre, on est considéré comme un agent de l'ennemi. Un traître. Un traître, un agent de l'ennemi. Et donc, aujourd'hui, si vous faites le moindre bémol à la propagande officielle, on vous dit tout de suite « Ah, vous êtes pour Poutine !» Comme l'a dit notre Premier ministre à un jeune représentant du PTB au Parlement, qui avait condamné l'agression russe, mais qui avait dit « Mais il faut tout de même comprendre… » Mais c'était trop. Le Premier ministre a dit « Ah, je vois qu'il y a des soutiens de M. Poutine dans cet hémicycle. » On est immédiatement classé comme cela, même si on vomit complètement le régime de Poutine. Oui, bien entendu. Mais est-ce que finalement, ceux qui ont une voix dissidente ne sont pas souvent un petit peu le germe de quelque chose qui va évoluer? On voit par exemple les mouvements des années 70 ont finalement, pour le meilleur et pour le pire, ont finalement amené des idées 20 ou 30 ans plus tard. Donc est-ce qu'il n'y a pas dans les dissidents de maintenant le germe d'une évolution pour le futur? Alors, il y a un romancier italien qui s'appelle Ignazio Silone qui a écrit « Il seme sotto la neve », semer sous la neige. C'est une expression que j'aime beaucoup, pour des enseignants surtout. C'est-à-dire qu'on sème, et puis voilà, c'est l'automne, et puis la neige recouvre le champ, et on a l'impression que c'est fichu, tout ce qu'on a semé. Après le dégel, il est possible qu'il y ait de nouveau des plantes qui poussent, et avec un certain étonnement, on peut voir qu'effectivement, le grain a germé.